Séquence 1 d'histoire, civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, 5e épisode de la séquence 1 d'histoire consacrée aux civils et aux militaires dans la Première Guerre mondiale. Nous sommes toujours dans la première leçon intitulée Les combattants, chair à canon de la guerre, parce que nous avions tellement de choses à voir que ça aurait été trop long de tout traiter dans un seul et même module vidéo. Et après avoir vu tous les aspects concernant la survie, la difficile survie quotidienne au front, face à la puissance de feu dévastatrice des armes nouvelles, comme le char d'assaut ou le lance-flamme, il est temps aujourd'hui, dans cette séance, d'aborder d'autres aspects des souffrances endurées par les combattants, notamment les combattants français, mais tous les combattants de la guerre. Le 16 avril 1917, la France et ses alliés retiennent leur souffle. Au matin du 16 avril, les généraux Nivelle et Mangin lancent une puissante offensive qui se veut déterminante, décisive, qui doit conduire la France et ses alliés à la victoire, en plein cœur de la ligne de front occidentale, sur un périmètre pourtant très difficile d'accès pour les Français, un ensemble de collines que l'on appelle poétiquement le chemin des dames, mais qui va devenir un véritable cimetière pour les combattants, notamment français. Entre la Somme, le secteur tenu par les Britanniques au nord, et la Champagne, on est donc à mi-chemin entre les dispositifs britanniques et français. Les Français attaquent. Plus de 800 000 hommes vont s'engouffrer dans l'offensive des chemins des dames, et dès le premier jour, c'est un échec retentissant. Cette bataille va durer jusqu'en octobre parce que les généraux Nivelle et Mangin s'entêtent, mais en pure perte, avec à la clé presque 200 000 morts, aussi bien pour les Français que pour les Allemands. Et c'est l'offensive de trop, ou plus exactement pour les Français, c'est l'échec de trop. Les soldats français vont décider, pour un certain nombre d'entre eux, de se mutiner, et on va parler, au printemps 1917, des grandes mutineries de l'armée française. En effet, dans les jours et les semaines qui suivent l'échec retentissant de cette offensive du chemin des dames, circule clandestinement, mais circule quand même, une chanson anonyme, une chanson qui n'a d'ailleurs au départ pas de titre, et qui finira par s'appeler la chanson du plateau de Craonne, le plateau de Craonne étant au cœur de l'offensive Nivelle et Mangin, c'est-à-dire que c'était la position clé que les soldats français auraient dû prendre dès le premier jour afin d'assurer la victoire de l'offensive. Et cette chanson anonyme, qui est une valse qui reprend la musique d'une chanson fort célèbre de l'avant-guerre, Bonsoir Mamour, eh bien cette chanson dite de Craonne va exprimer la colère, la rage, le désespoir des soldats français qui sont littéralement usés par une 4e année de guerre interminable. On est bien loin de la guerre fraîche et joyeuse, et une guerre surtout meurtrière, et plus grave encore, pour rien. Pour rien, puisque l'état-major français,
Foch, Joffre, Nivelle, Mangin, s'entêtent à lancer des offensives toujours plus coûteuses en hommes et qui sont des échecs toujours plus retentissants les uns que les autres. Donc au mieux, ce sont ces généraux bouchers qui font tuer les hommes inutilement, qui les envoient au casse-pipe, pour reprendre une expression de l'époque, hein, une allusion aux baraques des fêtes foraines sur lesquelles, avec des fusils à plomb, on s'amuse à tirer sur des pipes qui défilent au fond de la baraque. Bon. Et au pire, on accuse même ces généraux bouchers de vouloir faire tuer les hommes afin de se couvrir de gloire, de collectionner les médailles et de rentrer dans les livres d'histoire. Et le début de la chanson de Craonne exprime tout le désespoir de ces soldats qui se considèrent comme des morts en sursis. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés de l'état-major. Et vous avez sous les yeux un tract anonyme, encore qu'on sait qu'il est signé par des combattants de la 5e division française, 5e division d'infanterie, un tract jeté sur la route, destiné à d'autres soldats français lors des transferts d'unités, et qui précise camarades, nous sommes 3 régiments qui n'avons pas voulu monter en ligne, c'est-à-dire monter à l'assaut, aller se battre contre l'ennemi. Nous allons à l'arrière, à vous tous d'en faire autant, si nous voulons sauver notre peau. Donc autrement dit, c'est un appel à désobéir aux ordres des officiers. C'est un appel à quitter les tranchées de première ligne. C'est un appel à cesser de se battre. Et ça, pour l'état-major de l'armée française et pour le gouvernement français, c'est le scénario catastrophe. Parce que déjà que c'est difficile de résister aux Allemands avec des soldats qui se battent. Si en plus les soldats français ne veulent plus se battre, refusent de se battre, alors là c'est la défaite assurée. C'est une situation impossible. Mais la rage, la colère, la haine, le désespoir qui s'exprime à travers cette chanson interdite, mais chanson chantée à plein poumon par de nombreux poilus au lendemain de l'échec de l'offensive du plateau de Craonne et de l'offensive du chemin des Dames, eh bien cette haine, cette colère ne se tourne pas uniquement vers ces généraux, ces officiers supérieurs de l'armée française qui sont accusés d'être des bouchers, d'être des assassins qui envoient des soldats à la mort inutilement, ou plutôt aussi utilement pour se couvrir de gloire et recevoir des médailles sur le dos des soldats tués. Mais cette colère se tourne également contre les civils de l'arrière, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le front. Ces civils qui ne partagent pas les souffrances des poilus et qui parfois même d'une certaine manière en profitent. La colère par exemple contre ceux qu'on appelle les planqués, les embusqués, c'est-à-dire ceux qui, parce qu'ils ont des relations, parce qu'ils ont de l'argent, ont pu échapper au front et qui, au lieu d'aller se battre comme les copains en première ligne et de partager leurs souffrances, eh bien mènent la belle vie, bien au chaud, bien à l'abri à l'arrière, et se permettent en plus de voler les femmes des autres. Parce que pendant que les soldats sont au front, que des millions de jeunes hommes sont au front, eh bien les femmes sont esselées à l'arrière, et que pour des planqués
qui mènent la belle vie, c'est tellement facile d'aller, j'allais dire, draguer les femmes des autres. Et ça, pour les poilus, c'est une situation inacceptable. Sans même parler des profiteurs de guerre, c'est-à-dire tous ceux qui vont s'enrichir grâce à la guerre et qui vont faire le malheur des soldats, c'est-à-dire tous les industriels de l'alimentaire, du textile, de l'armement, qui vont vendre leurs équipements à l'armée française, ou enfin toutes les armées qui font partie de la guerre, et les ministères ne sont pas en situation de négocier les prix, car il faut absolument équiper les armées. Donc les industriels, en particulier ceux des transports comme Louis Renault ou André Citroën, vont amasser de véritables fortunes grâce à la guerre, hein, ce qu'on appellera parfois les marchands de canons. Et cette caricature que je vous ai dénichée, là, qui date de l'après-guerre, qui date du 10 mars 1919, est assez terrible. Parce qu'on voit, partageant le même banc, mais c'est bien à peu près tout ce qu'ils ont en commun, le riche bourgeois, le gros, comme on l'appelle dans la chanson de Craon, le profiteur de guerre, hein, qui mène grand train, qui fume le cigare, qui a ses deux bras, ses deux jambes, qui se permet de faire des leçons de morale, de donner des leçons de morale aux poilus, à l'ancien combattant qui lui a laissé sa jambe à la guerre, qui a souffert 1000 morts, et à qui le profiteur de guerre dit hey, la guerre est finie mon vieux, hein, faudrait voir tourner la page, faudrait l'oublier cette guerre. Comme si on peut oublier des années de souffrance, de traumatisme, et puis comme si on peut oublier qu'on est revenu de la guerre avec une jambe en moins. Donc c'est tout ce mépris aussi parfois des civils que les militaires ne supportent plus. Et c'est ce ras-le-bol qu'ils expriment aussi à travers la chanson de Craon. Et encore une fois, la dernière strophe de cette valse, de la chanson de Craon, est très inquiétante pour l'état-major français. Mais c'est fini, car les troufions c'est un terme familier pour désigner les soldats. C'est un synonyme de poilu. Vont tous se mettre en grève. Et ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Autrement dit, nous, on ne se battra plus pour vous. Voulez-vous battre? Allez-y, on vous laisse la place. En résumé donc, une mutinerie, c'est un mouvement collectif de désobéissance aux ordres donnés par les officiers, c'est une grève des soldats. Bon, c'est un terme de marine qu'on employait dans les siècles précédents quand l'équipage d'un navire se révoltait contre leur capitaine parce qu'il trouvait qu'il était injuste, trop sévère, insupportable quoi. Alors, la mutinerie, elle peut être passive ou active, c'est-à-dire que si elle est passive, bon, ben, les officiers donnent des ordres, les soldats n'obéissent pas. C'est embêtant. Mais il y a pire. Les officiers menacent, les officiers sortent leur revolver de leur étui, le pointent sur les soldats, et les soldats répliquent en abattant les officiers. Alors là, c'est encore pire, parce que, d'une certaine manière, c'est faire le travail de l'ennemi à sa place. Là, c'est un scénario encore plus grave. Mais même la mutinerie passive, c'est-à-dire on se contente de ne pas obéir et de ne rien faire, c'est déjà passible du conseil de guerre. Et le conseil de guerre, c'est ce tribunal militaire qui a la main particulièrement lourde, parce que en temps de guerre, faut faire des exemples. Et la sentence la plus couramment
prononcée par les tribunaux de guerre en dehors de la prison, eh ben c'est l'exécution, la peine de mort. Même sentence d'ailleurs pour ce qui n'est pas considéré comme une mutinerie, mais aussi comme une trahison, c'est ce que l'on appelle les fraternisations. Alors en 1917, il n'y en a plus. Les fraternisations ont eu lieu au début de la guerre, à Noël 1914. Elles sont racontées assez joliment d'ailleurs dans un film sorti en 2005 qui s'intitule Joyeux Noël, parce que les fraternisations ont eu lieu justement autour de Noël 1914, au moment où la guerre de mouvement prend fin et que les armées commencent à s'enterrer durablement dans des tranchées et que l'on entre dans la guerre de position. Ça commence de manière spontanée par des chants de Noël que les soldats britanniques entendent, entonnés à plein poumon par les soldats allemands. Les tranchées de première ligne des deux camps sont tellement proches les unes des autres qu'on entend tout ce qui s'y passe, hein. Donc des chants de Noël, ça s'entend assez loin. Et on voit surgir un soldat qui sort d'une tranchée, un soldat sans armes, qui brandit un drapeau blanc, hein, et qui tient dans une main un sapin. Ça commence comme ça. Et très vite, on va voir des soldats sortir des tranchées, toujours sans armes, donc pas pour aller attaquer l'ennemi, bien au contraire, mais pour aller échanger des cigarettes, des bouteilles d'alcool, du café. On se parle, même si on ne parle pas la même langue, on finit toujours par se débrouiller. On se montre des photos des fiancés, des enfants restés à l'arrière. Et l'ennemi d'hier, et sans doute de demain, pour quelques heures, pour quelques jours, devient un frère. Un frère d'armes, certes de l'armée d'en face, mais un frère. Et on ne tire pas sur son frère. Et ça, les états-majors, aussi bien allemands que britanniques que français, n'ont pas apprécié ces mouvements de fraternisation. Parce que, là encore, c'est dangereux comme situation. Si les gens commencent à s'apprécier, commencent à éprouver des sentiments les uns pour les autres, après, comment leur demander d'aller s'entretuer? Et si les combattants veulent plus se battre, veulent plus tuer l'ennemi, puisque l'ennemi n'en est plus un, ben, la guerre n'est plus possible. Tout simplement. Bon, donc cet épisode des fraternisations de Noël 1914 ou les mutineries de 1917 sont deux choses certes différentes, mais sont deux problèmes très graves qu'ont rencontrés les armées, aussi bien françaises qu'allemandes que britanniques, pendant la Première Guerre mondiale. Et comme je le disais, l'une des réponses de l'état-major, c'est la condamnation à mort. Alors cette photo est extrêmement célèbre. C'est une des plus célèbres. On y voit un mutin, puisque c'est comme ça que l'on dit, hein, un soldat qui se mutine, c'est un mutin, qui s'apprête à être fusillé après être passé en conseil de guerre. Alors, cette photo est souvent annoncée comme de 1917, au moment justement des grandes mutineries liées à l'offensive du chemin des Dames. Alors, c'est une erreur parce que les uniformes des fusilleurs, si je puis dire, hein, ça rappelle un peu le tableau du 13 des maillots de Francisco Goya, sont des uniformes du début de la guerre. Les soldats portent encore l'uniforme bleu et pantalon rouge, portent le képi. Donc on est au début de la guerre. Et oui, parce que dans l'armée française, comme dans toutes les armées, quand on veut faire un exemple, quand on veut faire peur aux autres soldats,
eh bien, on fusille. Et le supplément de cruauté qui se rajoute à cet événement, c'est qu'en général, on fait fusiller le condamné à mort par ses propres camarades. Et les camarades sont en général une douzaine, ouvrent le feu en même temps au commandement de l'officier supérieur, et seuls 11 fusils sur 12 sont chargés. Le 12e tirera à blanc, mais on ne sait pas, parmi les 12, qui tire, j'allais dire, pour de faux. Ce qui fait que chaque soldat a l'espoir que sa balle est justement celle qui n'a pas contribué à tuer son camarade condamné à mort. Et l'officier qui commande le feu va ensuite tirer une balle dans la tête du fusillé. C'est ce qu'on appelle le coup de grâce, pour être bien certain qu'il n'a pas survécu. Alors comme cette photo date plutôt de la fin de l'année 1914 ou du début de l'année 1915, peut-être s'agit-il justement d'un des soldats qui a osé fraterniser avec l'ennemi, eh bien on a la preuve que on fusille dès le début de la guerre. Et sur le graphique que vous avez sous les yeux, on voit qu'on a beaucoup fusillé, énormément fusillé à l'automne 1914 dans l'armée française, sans doute pour pousser les soldats à arrêter de reculer face aux armées allemandes. Et puis ensuite, bon an mal an, on a toujours plusieurs dizaines d'exécutions. Effectivement, en juin 1917, suite aux mutineries du printemps, l'offensive des dames, on voit qu'on a un pic avec 26 fusillés au mois de juin 1917, mais de toute façon c'est une punition, une sentence qui est prononcée très régulièrement par les conseils de guerre français, allemands, britanniques, etc. Mais l'état-major français sait que d'abord, il n'a pas les moyens d'être trop sévère. On ne peut pas fusiller tous les mutins. Parce que si on devait fusiller des régiments entiers de soldats qui ont refusé de monter au front, de se battre, autant faire le travail des Allemands à leur place. De plus, l'armée française manque de combattants. Même en faisant venir des Africains, même en faisant appel à des soldats de plus en plus jeunes, quitte parfois à faire semblant de se rendre compte qu'ils ne sont pas encore adultes, l'armée française manque de soldats, donc on ne peut pas fusiller tous ceux que l'on voudrait condamner à mort. Et donc en fait, la sanction des mutineries va être officiellement très sévère, puisqu'on va avoir à peu près 3500 condamnations. Mais en réalité, une petite centaine seulement va être faite pour de vrai. C'est-à-dire que les autres seront commués en peine de prison, ou alors seront graciés, mais auront droit à un traitement spécial, c'est-à-dire qu'on leur réservera les missions les plus dangereuses, comme par exemple faire des reconnaissances de nuit au milieu du no man's land pour vérifier que l'ennemi ne prépare pas une offensive, par exemple. Et lors de ces missions, évidemment, le risque de se faire abattre par l'ennemi est très grand. Mais disons qu'on a plus de chances de survivre au feu de l'ennemi, au milieu du no man's land, que face à un peloton d'exécution qui, de toute façon, lui, ne vous ratera pas. Et surtout, le ras-le-bol des armées françaises est tel, la colère des soldats est telle, que si l'état-major se montre cruellement injuste, exagérément injuste, c'est toute l'armée qui risque de retourner ses fusils contre l'état-major, et là, la guerre sera perdue. Donc, il faut à la fois agiter le bâton,
pour punir et faire des exemples, mais il faut aussi agiter la carotte, c'est-à-dire la récompense. C'est-à-dire qu'il faut que l'état-major écoute les souffrances des combattants et leur apporte des réponses satisfaisantes. Parce que c'est vrai que les soldats ont quand même des raisons légitimes de se plaindre. Et le chef d'état-major de l'armée française, général Pétain, auréolé de sa gloire d'avoir sauvé Verdun et probablement d'avoir sauvé la France en 1916 en empêchant les Allemands de foncer sur Paris avec la grande offensive de février 1916, eh bien le général Pétain va non seulement gracier un certain nombre de condamnés à mort, mais il va se rendre auprès des simples soldats, il va partager leur soupe, mais soupe dont il aura lui-même amélioré le menu, c'est-à-dire que le général Pétain va améliorer l'ordinaire, comme on dit, c'est-à-dire que les repas des combattants seront plus riches en viande, les repos seront plus nombreux, on arrêtera les offensives coûteuses en hommes. Pétain préfère casser du matériel que de faire tuer les hommes, et ça va être très apprécié des combattants. Pétain va aussi et surtout multiplier les permissions. Et si vous vous demandez ce que sont les permissions, eh bien écoutez, vous en avez un petit aperçu avec cette carte postale d'époque qui est assez étonnamment polissonne, assez osée, hein, une connotation sexuelle évidente qui est quand même assez curieuse pour l'époque parce que c'était quand même assez contraire aux bonnes mœurs d'évoquer les relations sexuelles entre un poilu revenu du front et son épouse. Mais en fait, la permission, c'est littéralement les vacances du poilu, c'est-à-dire permettre à un soldat de quitter le front, mais en toute légalité, hein. On lui accorde en général 7 jours, tous les 4 mois, à condition qu'il ait évidemment survécu aux 4 mois de tranchée. On lui accorde le droit de quitter le front, de prendre le train, de retourner chez lui, de faire ce qu'il a à y faire. Et par exemple pour les agriculteurs, pourquoi pas de participer aux travaux agricoles. Et après, ben, ma foi, une fois que la permission est terminée, eh bien, les soldats doivent rentrer. Et s'ils ne rentrent pas, alors là, ils ne sont plus permissionnaires, mais ils deviennent déserteurs. Et là, c'est une autre affaire, parce que pour les déserteurs, eh bien, c'est comme pour les mutins, ou pour les fraterniseurs de tranchées, c'est le peloton d'exécution. Et les permissions sont très appréciées par les poilus parce que ça leur permet, encore une fois, de s'échapper momentanément de l'enfer des tranchées. Et comme le suggère cette carte postale, d'ailleurs, ça évoque aussi la nécessité pour la France de repeupler le pays, parce que comme beaucoup d'hommes jeunes sont en train de se faire tuer dans les tranchées, eh bien, il faut penser à l'avenir, et l'avenir, c'est d'avoir des enfants capables de prendre le relais de leur papa 20 ans plus tard. Et donc c'est pour ça que cette carte postale sous-entend aussi que la femme de France a aussi ce devoir de contribuer au repeuplement de la France. Alors, il est temps d'en arriver au bilan de la guerre. Et ce bilan, on peut le faire à plusieurs échelles. On peut le faire à l'échelle de la France, à l'échelle des différents camps, les alliés, les empires centraux, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, comme le suggère le titre de cette diapo, la guerre de 1914-1918, c'est une guerre meurtrière, et c'est même à l'époque la guerre
la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Bon, depuis, elle a été surclassée par la Deuxième Guerre mondiale, mais si on s'arrête en 1818, c'est la guerre la plus meurtrière. Et ce qui est assez effrayant, c'est de se dire que à peu près 70 millions de soldats ont été mobilisés pendant la guerre, 73 millions je crois pour être très précis, et que pratiquement 10 millions de militaires ont été tués. Ça fait quand même 1 sur 7. Si on ajoute à cela 20 millions de blessés, ça fait 30 millions de soldats qui ont été soit tués, soit blessés. Et là, ça fait presque 1 sur 2. Pas tout à fait, mais presque. Et un blessé sur 2, enfin 50% de blessés, c'est la proportion à la fin de la guerre des soldats français. Un soldat français sur 2 a été blessé au moins une fois pendant la Première Guerre mondiale. Alors certaines blessures sont pas très graves, mais elles peuvent être extrêmement spectaculaires et graves. La France a perdu 1,4 million d'hommes. Essentiellement d'ailleurs dans les premiers mois de la guerre, lorsque, à l'été 1914, les Allemands s'en donnaient à cœur joie en tirant la mitrailleuse lourde dans les champs de blé sur les soldats français qui arrivaient en rang serré avec leurs pantalons rouges qui faisaient d'eux des cibles idéales, comme à la fête foraine. 1,4 million de jeunes hommes, c'est-à-dire de futurs pères qui ne donneront pas naissance à des enfants. Donc la punition elle est double. Non seulement la France perd 1,4 million d'hommes, mais les conséquences démographiques vont se faire sentir pour des années. Les Allemands ont 2 millions de tués, donc c'est davantage, mais comme la population allemande était beaucoup plus importante à l'époque, eh bien en réalité les pertes allemandes sont moins fortes que les pertes françaises. À cela s'ajoutent les soldats qui vont mourir à petit feu après la fin de la guerre parce que gazés et donc ou victimes de blessures, et ils vont tenir quelques mois, quelques années, voilà. Plus ceux qui mourront de la pandémie de grippe espagnole, mais que j'évoquerai dans une autre séance. Donc les pertes sont très lourdes pour les deux camps. Et particulièrement pour la France, 1,4 million de morts, c'est le double par exemple des pertes du Royaume-Uni. Tout à l'heure j'évoquais les blessures en disant qu'il y avait parfois des blessures superficielles et des blessures graves. Alors parmi les blessures les plus graves, il y a les célébrissimes gueules cassées. Alors c'est un terme qui peut paraître un peu injurieux, presque une insulte, mais pas du tout. C'est ainsi que, c'est un terme certes familier, mais c'est ainsi que l'on appelle les mutilés de la face, c'est-à-dire des soldats qui ont eu la malchance de voir leur visage fracassé par une balle ou par un éclat d'obus, qui ont survécu à cette violente rencontre, mais qui en sont restés marqués à jamais. Et alors pour eux, c'est aussi la double peine, parce que pour ces hommes jeunes qui avaient un visage plus ou moins, certes, attirant, mais imaginez la tête de leur fiancé ou de leur femme à leur retour, ou quand ils ont eu le temps d'avoir des enfants, quand vous voyez vos enfants qui s'enfuient à toutes jambes parce que à leurs yeux vous êtes devenu un monstre, de nombreux gueules cassées ne supporteront pas cette situation et se suicideront. Il vaut mieux mourir, pense-t-il, que de vivre cette vie-là. Et c'est d'ailleurs une délégation de gueules cassées qui servira de comité d'accueil pour les signataires allemands du traité de Versailles, pour bien faire comprendre aux Allemands que tout est de leur faute et que n'ont pas fait que briser des vies, ils ont aussi brisé des... Comment dire, ils n'ont pas fait que tuer des gens, ils ont aussi brisé des survivants qui resteront à jamais des monstres.
des gueules cassées, des mutilés. Sans oublier ceux qui sont aussi amputés d'un ou plusieurs membres, des hommes-troncs parfois, alors des hommes-troncs qui sont aussi parfois en même temps des mutilés de la face, enfin des gueules cassées. Et l'ancien combattant allemand de la Première Guerre mondiale, Otto Dix, va réaliser de nombreuses peintures sur le sujet. La plus célèbre, que vous aurez peut-être l'occasion d'étudier en histoire des arts, sait-on jamais, en art plastique, dit Skatspieler, les joueurs de skat, un jeu de cartes allemand. Et bien vous voyez que malheureusement, ils n'ont plus grand-chose d'humain. Et ils sont revenus très incomplets de la guerre. Voilà, donc on finit sur une note un peu dramatique, hein, effectivement, mais ben, parce que le bilan humain de la Première Guerre mondiale est dramatique, hein, 10 millions de morts chez les soldats, dont 1,4 million de Français. Ça s'explique par la terrifiante puissance de feu des armes de destruction massive, hein, les obus à gaz, lance-flammes, chars d'assaut. En moyenne, 6221 soldats meurent chaque jour, qu'ils soient français, allemands, britanniques ou autres. De mémoire, chez les Français, c'est 800 par jour. Bon, c'est pas des chiffres à retenir, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Des morts parce que les états-majors multiplient les offensives sanglantes et inutiles, comme à Verdun côté allemand, comme la Somme côté anglais, ou comme le chemin des dames côté français. Sans oublier les fusillés pour l'exemple, hein, ceux qui ont été punis pour avoir fraternisé à Noël 14 ou pour s'être mutinés au printemps 1917. Et enfin, dans ce bilan, il faut rajouter les millions de mutilés de guerre et les gueules cassées qui sont marqués à vie.